Bon voilà, je me suis expliqué, maintenant tu vas me dire qui t'a filé cette info. Je ne le connais pas, mais je sais qu'il t'envoie personnellement. Cette affaire n'est pas terminée, Baptiste. Pour l'instant, il ne se doute de rien. C'est parfait. Pour l'instant, laissons-le papillonner et interviewer un autre comédien. Et quand il rentrera, il aura une petite surprise. Pikachu, je pars en interview, je te confie l'appartement? Ça marche. Si jamais t'as un peu faim, il y a du cake aux olives dans le frigo. À demain! Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Donc aujourd'hui nous sommes avec Pierre-François Pistorio. Pierre-François, bonjour. C'est moi. Bonjour. Alors Pierre-François, tu es la voix française régulière de plusieurs acteurs, Antonio Banderas, Jet Li, Stanley Tucci, Michael Nyqvist au cinéma. Tu fais également beaucoup de séries, tu es la voix de Tim Guinea, de James Spader, tu fais du dessin animé, tu fais un petit peu de jeux vidéo. Est-ce que tu te souviens de ton premier doublage? Le vrai premier doublage, parce qu'avant je connaissais de la synchro que ce que j'y faisais moi-même, c'est-à-dire que je tournais pas mal, donc pendant des années j'ai fait de la post-synchro, c'est-à-dire que je me doublais moi-même, donc j'y connaissais rien de plus. Le vrai premier doublage, c'est Juliette, je t'aime. Ah ah, j'ai eu du mal à sortir. Juliette, je t'aime, oui, avec Déborah Perret, qui jouait Juliette. Oh, ce sont des petits farceurs, je n'ai aucune intention de partir. Bien, c'est parfait. Et moi je découvrais la synchro en fait. Et c'est la première fois que je me lançais comme ça, et puis on a fait un peu tous les rôles dedans, donc c'était assez formateur aussi. Je me souviens qu'il y avait un chien qui s'appelait Max, je crois, et je faisais le chien aussi. On t'en parle encore de ce doublage? Ah oui, oui, il y a des générations de gens qui ont vu ça, qui ont grandi avec. Mais c'est une chose qu'on retrouve, ça. Quand même, on travaille à la télévision, on travaille au cinéma, on vend des objets culturels aux gens, ou en tout cas nous on leur transmet. Les gens grandissent avec, donc on fait partie de leurs références, quoi. C'est assez amusant de voir que finalement quand je rencontre des gens qui ont vu Juliette, je t'aime, ou bien Phineas et Ferb et tout, c'est un peu comme si on était venu dîner chez eux hier soir et que, voilà, quoi, on a le droit à la confiance, à l'amitié, à une espèce d'ouverture. Il y a en effet des gens que j'ai retrouvés même dans le métier maintenant, oui, qui quand ils étaient petits étaient adeptes de Juliette, je t'aime. Ils en parlent comme ça. Oh, tu étais dedans et tout. Ouais. C'est impressionnant. Ça suffit! J'en ai assez de vos hurlements! Je veux travailler tranquillement! J'ai un examen à préparer, est-ce que c'est clair? Tu es une des voix françaises régulières de Antonio Banderas, en duo avec Bernard Gabet. Ouais, ça a été, quoi. J'ai cru lire dans une interview que ce n'était pas ton acteur préféré, l'acteur que tu préfères doubler. Non, chacun a son tempérament et son caractère. Sans méchanceté aucune, je le connais, je l'ai pratiqué pendant à peu près 18 ans, je pense, sur tout un tas de films. Depuis La Maison aux Esprits, qui remonte aux années 80. Tous les acteurs évoluent, hein, comme nous on évolue aussi. Je trouve qu'en évoluant, c'est pas terrible. C'est un personnage un peu lourd. Je trouve qu'il n'est pas très subtil dans son jeu, honnêtement. Moi, il y a des films que j'ai pas regretté de ne pas faire parce que je trouve pas ça extravagant, quoi. Je suis plus impressionné par les acteurs comme James Spader, par exemple, qui est un peu mon fétiche. Mais je viens du théâtre. J'ai fait au moins 60-70 spectacles au théâtre. J'étais surtout un acteur classique. Donc j'ai quand même l'habitude de fréquenter des auteurs, d'avoir des concepts assez élaborés, dirais-je, d'avoir quand même des grandes pensées, des grands rôles, des grands acteurs. Je suis un homme de répertoire. C'est vrai que je suis plus sensible au travail de James Spader, par exemple, qu'à celui de Banderas, qui est voilà, un petit Hidalgo espagnol sympathique, hein, mais un peu lourdeau. Il y a eu un film avec Jean-Jacques Hano l'année dernière, je crois qu'il s'appelait L'Or Noir, ou Le Pays de l'Or Noir, quelque chose comme ça, où il était censé jouer un cheikh, ou un sultan arabe. Enfin, moi, je trouvais ça pitoyable, quoi. Je trouvais que c'était du grand guignol. Mais ça n'engage que moi, puis il ne faut pas tout dire non plus, parce que ça pourrait être mal pris. Mais... Qu'est-ce qui fait que, selon le film, on te choisisse, toi ou Bernard Gabet, pour doubler Banderas?
Bernard, il a une... je le connais bien parce qu'en fait, on a travaillé avec les mêmes coachs vocaux, si je peux dire. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique, qui chante vachement bien. Il a découvert ça un peu sur le tard. Moi, je viens d'une famille de musiciens. Mon père était chef de chœur, donc c'est différent. Mais je sais que selon les acteurs que je vais avoir à doubler, je module, je transforme quelque chose, je change légèrement de centre, je dirais. Un peu comme en arts martiaux, on décale des choses. Je sais qu'au niveau du timbre, je bascule beaucoup, je peux jouer sur 3 octaves et demi. Mais c'est un certain travail vocal. Bernard, lui, a l'avantage d'être musicien aussi et chanteur, et d'avoir ce sens-là. Il a une voix qui parfois est plus ronde, plus, j'ai envie de dire, plus tellurique que la mienne. Ça, je trouve qu'il a quelque chose de plus terrien, peut-être plus massif. Il y a des différences. Alors après, c'est les clients qui décident qu'ils veulent aller plus par là ou plus par là. Dans les versions originales, souvent Banderas, c'est un tenorino espagnol, il ne faut pas se tromper. Hein. Quand il chante nine et tout ça, il le chante bien. Mais ce n'est pas la vraie. Ce n'est pas un vrai baryton basse. C'est plutôt un baryton Martin, il a des médiums comme ça. Donc, selon ce qu'il joue aussi... Selon qu'il décide d'appuyer avec le micro-cravate et tout. Et comme font beaucoup d'acteurs, hein, même en France. Ça donne autre chose que si je parle comme ça, naturel, à 2 mètres de distance. C'est quelquefois pour les timbres et aussi pour les caractères. Il y a des personnages plus sombres ou plus légers. Donc là aussi, les clients ont le choix de choisir en effet les types ou les caractères qui les intéressent le plus. Tu es également la voix de Jet Li, que tu as doublé en 93-94, et puis plus rien jusqu'en 2007 avec Rogue. Ouais. Pourquoi un gros trou comme ça? Je sais pas, ça tient pas à moi à vrai dire. Tous les films qui avaient été diffusés en Chine ou en Asie avec Jet Li ont été diffusés en France, beaucoup en DVD. Et en fait, à une époque, on a reçu comme ça tout un catalogue de films avec Jet Li. Donc c'est moi qui ai été choisi pour faire la voix de Jet Li. Et à cette époque-là, j'ai fait surtout les films qui étaient à l'époque produits en Chine, qui étaient souvent anciens, qui étaient avant sa carrière américaine. Moi, j'ai pas trop suivi sa carrière américaine, à vrai dire, parce qu'on m'a pas forcément appelé. J'en ai fait quelques-uns, oui, mais pas tous. Et puis finalement, maintenant, il a une carrière plus discrète. Je crois qu'il y a un... Non, j'ai fait il y a peu de temps un film, mais qui date d'il y a 3-4 ans, je crois, où il joue un personnage un peu sur le retour. Je crois que sa carrière arrive un petit peu en fin de course. Hein. Expandable, il fait un acte de présence en disant « Je veux de l'argent, je ne suis pas assez payé ». Et il disparaît très vite. Il est content d'être là, je pense. Mais physiquement, c'est quelqu'un dont j'ai suivi un peu la vie, même avant, puisqu'il était danseur étoile de l'Opéra de Pékin. Il vient des arts martiaux, mais il était danseur étoile de l'Opéra de Pékin. De là, il a réussi à s'imposer au cinéma. Il est l'un des premiers qui a réussi à sortir de Chine et à ouvrir un marché, à aller travailler aux États-Unis. Mais physiquement, il est rompu. Hein. Je ne sais pas quel âge il a, mais à partir de 40 ans, de toute façon, que ce soit arts martiaux ou danse classique, on ne peut plus faire les mêmes choses. On peut plus. Un acteur que tu aimes bien, de ce que j'ai compris, c'est Mikael Nyqvist, que tu as doublé encore très récemment dans John Wick. Tu as commencé à le doubler dans la trilogie suédoise Millennium. Tu en gardes un bon souvenir? Excellent. D'abord, j'avais adoré les romans. J'ai trouvé que l'adaptation cinématographique était magnifique. Ouais, vraiment, tous les personnages étaient traités, la couleur un peu pourrie, l'image un peu verdâtre dans lequel tout ça nage, je trouvais ça vraiment formidable. Donc déjà, j'étais fan des romans, et quand j'ai vu l'adaptation, j'étais fan, vraiment aussi. C'est quand même des films qui ne sont pas tout à fait anodins, qui baladent beaucoup de choses sur le plan psychologique, beaucoup de choses très obscures, très lourdes, très monstrueuses. Et curieusement, autant le tournage du film, l'adaptation, tout ça a posé des problèmes, quoi. C'est comme s'il y avait des espèces de résistances un peu mystérieuses, on pourrait dire inconscientes, qui font que rien ne s'est passé bien. Moi, c'est le moment de ma vie où, pour la première fois de mon existence, j'ai perdu la voix. Alors pour des raisons certes psychologiques et affectives, mais enfin, en même temps, le fait d'être dans cette ambiance pesante, voilà, de serial killer, de monde à la fois très policé et en même temps complètement pervers, tout ça, c'était pas facile, curieusement, et on a eu plein d'embûches. Une série d'emmerdements qui accompagnait l'adaptation, le développement, une chose qui aurait pu être sereine. On n'a jamais trouvé la sérénité avec ça, et moi, personnellement, ça m'a un peu atteint. J'avoue que deux choses s'entrechoquaient, ma vie personnelle et ce sur quoi je travaillais, mais je ne sais pas encore lequel des deux était le plus violent, finalement. C'est très violent, Millennium. Mais je trouve qu'ils ont fait un travail magnifique. Le rapport l'a décrit comme une introvertie qui avait une certaine attirance pour la religion. Vous me le confirmez? Oui, mais enfin, dites-moi quelle adolescente n'est pas introvertie. Ouais. Je suis content pour les deux acteurs de voir que tous les deux ont eu un prolongement de carrière aux États-Unis. Mais comme ça se fait en effet aux États-Unis, dès qu'on est un héros étranger dans un film, dans le cinéma américain, on devient le méchant. Donc je suis la carrière de Mikael Nyqvist, qui en fait, depuis qu'il est à Hollywood, ne fait que des méchants.
Sinon, il serait américain. Toujours en parlant de la trilogie Millennium, comment c'est de doubler un acteur qui parle une langue totalement inconnue? Quelquefois, il ne faut pas trop l'écouter, parce que notre langue à nous, elle a sa propre phraséologie, sa propre rythmie, ses propres couleurs. Et c'est vrai que je ne parle pas le suédois, mais ça sonne bizarrement à mes oreilles, très claquant. Et puis quelquefois, les acteurs ont un jeu très extérieur. On n'est pas obligé de faire comme eux. On essaie, nous, au contraire, même de moduler, de rendre les choses plus veloutées par moment. C'est qu'il y a des acteurs qui ont intérêt à ce qu'on les fasse un peu redescendre, à ce qu'on crée un peu plus d'intimité. Pour Nyqvist, par exemple, parce que par moment, ils aboient un peu. C'est peut-être une volonté du réalisateur, mais ça aboie un peu. Ils sont dans les plans extérieurs et tout d'un coup, c'est et voilà, mais ça n'a pas grand charme. À partir du moment où on truque un peu, quelquefois, on rend les choses un peu plus rondes ou plus souples. Ça amplifie ce qui se joue sur le plan de la situation. Ça permet aux gens d'être plus canalisés aussi, plus concentrés sur ce qui compte réellement. Et puis, c'est plus adapté aussi à notre écoute et à notre façon de parler, tout simplement. Je pense que si on se mettait à beugler comme eux, je ne pense pas que les gens le recevraient de la même façon. Alors, il y a plein de choses dans la langue. Il y a les idiomes, il y a les toniques qui ne sont pas placées au même endroit. Donc, quelquefois, il faut arriver à compenser. Le travail des adaptateurs et des détecteurs, c'est une véritable folie. Moi, je n'oserais jamais faire ça, mais c'est un travail de dentelle, quelquefois, qui a une difficulté incroyable. Tu as récemment doublé Christoph Waltz dans Django Unchained, un doublage qui a reçu le prix ATA de la meilleure adaptation. Quel souvenir tu en gardes? Exquis. J'étais sous le charme du film et sous le charme de l'acteur. Je trouve que c'est un des meilleurs Tarantino, vraiment, un des meilleurs films sur l'esclavage, plus éloquent et plus efficace que d'autres, justement moins dramatique, moins pathologique, et qui dit à travers un humour énorme et d'une façon un peu sadienne, parce qu'il y a une alternance entre des discours psycho, politico, sociologiques, on peut dire, et puis en face de ça, une espèce d'orgie de sang dégoulinant, gore, et on massacre tout le monde. C'est un principe sadien en écriture, mais il faut tenir compte que c'est une parole de provocation, et que c'est en effet, sa façon d'écrire, c'est un discours politique. On ne peut pas dire ça franchement avec les Américains, ils n'aiment pas. Mais il y a quand même beaucoup de réalisateurs, malgré eux, qui font des films dans lesquels ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Messieurs, les reconnaîtrais-tu? Hé, arrête de lui parler comme ça, toi. Comme quoi? Comme ça. Mon bon monsieur, je ne fais que m'assurer de la véracité des... Bon sang, je te dis d'arrêter ton charabia. Et puis Christopher Waltz, je l'avais vu dans Inglourious Bastard. C'est un homme de théâtre, moi ça me parle. J'entends, je sais comment il travaille, je le comprends, je vois que c'est un mec de planche, quoi. Et il est tellement intelligent, tellement subtil. Cet Allemand, parfaite éducation européenne de l'époque des philosophes, de Kant, Hegel, Nietzsche, etc., qui débarque dans ce monde. Et Django le prévient à un moment en disant « Ah ben, je pensais qu'en question de barbarie, j'avais tout avec les Allemands. » Le mec dit « Attendez, ici vous êtes en Amérique. » Et ça démarre. Et donc il y a aussi un procès de qu'est-ce que c'est que cette culture américaine, colonisatrice, et tout y passe. Je trouve ça formidable. L'État m'est appris la tête d'un individu, je traque cet individu, je trouve cet individu, je tue cet individu, et une fois que je l'ai tué, je transporte son cadavre pour le remettre aux mains des autorités. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire par moment. Et là, je montre ce cadavre aux autorités, ce qui prouve que je l'ai bel et bien tué, et à ce moment-là, les autorités me versent la prime. Ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'à l'époque, le film n'était pas monté. Donc, on avait reçu Les Roches en vrac. On avait plus de 3 heures de film, dont certains moments qui n'étaient pas montés du tout, donc une bobine. Je pense particulièrement à la séquence du dîner, où quand même j'ai vu ce que c'était d'être une star. C'est-à-dire que ce sont des gens qui bossent, qui bossent, qui bossent. La scène du dîner, grosso modo, tient sur une bobine, de face, avec une caméra, tout le monde en plan large. Et là, je me suis aperçu qu'ils jouent tout comme au théâtre, hein. Toute la situation est répétée, tenue, chaque geste, chaque attitude, dans les lumières, les marques au sol, les mecs, ils sont dedans, dedans, dedans. J'ai fait beaucoup de cinéma en France et de télévision quand j'étais plus jeune. Je dois dire que j'ai jamais vu des gens travailler comme ça, quoi. C'est extraordinaire. Rien que ça, cette bobine de 10 minutes et quelques au moins, en plan fixe, où tout se joue, tout est en place. C'est magnifique. Pourquoi ce sont des monstres ? Parce qu'ils sont capables de travailler avec une intensité, une densité, d'être dedans à un point que peu de gens peuvent égaler par chez nous. Lorsqu'on double des acteurs étrangers dans des films américains, donc j'entends des acteurs non américains dans des films américains, on demande parfois aux comédiens de doublage de prendre un accent correspondant à l'acteur, un accent des fois un chouïa caricatural.
Toi-même qui double des acteurs espagnols, des acteurs allemands, des acteurs suédois, ton avis sur la question? C'est très difficile. Je trouve que d'une façon générale, les diffuseurs ont trop peur d'introduire des accents pour les personnages et que ça peut même totalement aller à contresens de ce que le film raconte. C'est la peur de ne pas blesser les minorités, mais en même temps, c'est un vrai problème. Je me souviens d'un film avec Banderas, justement, et Bob Hopkins, qui racontait l'histoire d'un migrant mexicain qui rentrait aux États-Unis illégalement, qui tombait sur un type qui vend des faux médicaments, là, comment on appelle ça, sur une charrette, qui parcourait un bonimenteur, quoi, et qui parcourait les États-Unis avec lui. Et en fait, ce Banderas, dans ce film, ne parlait pas du tout l'américain. Un jour, il va dans une bibliothèque mobile américaine, il saute dans le film. La bibliothécaire, ravie, et lui pique le code civil américain. Et en fait, ce petit type immigré qui ne parle pas un mot va apprendre au cours du film à parler à travers, en lisant pour lui le code civil. Et un jour, il ouvre la bouche, il y a une situation, un quiproquo, on s'en prend à son partenaire, il ouvre la bouche et il parle à un Américain qui est un Américain d'avocat, de légaliste, de législateur. Ce qui fait que tout d'un coup, il prend une autorité formidable, alors que... Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, pour la première chaîne publique de France, hein, chronologiquement, ils ont gommé tous les accents. Donc, dès le début, Banderas parle parfaitement américain. Hopkins, lui, il n'y a plus d'enjeu dans le film, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et on a fait le doublage une année avec un acteur qui jouait Bob Hopkins, et puis 6 mois après, on me rappelle en me disant, il faut faire le doublage. Je leur dis, ah, vous avez compris qu'il fallait un accent? Non, non, pas du tout, mais l'acteur qui a doublé avec vous était quand même sur le retour un peu trop vieux, donc on va le faire avec quelqu'un d'autre. C'est pas le problème des acteurs, nous on demanderait plutôt, parce qu'il faut respecter ça. Mais on a peur de déplaire aux Basques, aux Catalans, aux Belges, aux Luxembourgeois, aux handicapés, voilà, etc. Ça devient un peu infernal, parce que ça n'a plus de sens. Shakespeare a écrit tout son théâtre en jouant justement sur les accents régionalistes, etc. Et ça ne peut pas vivre, ça n'est pas drôle sans ces accents. En France, on a tendance à tout centraliser, c'est un peu comme sous Louis XIV. On en est encore à essayer de créer une seule et même langue qui domine tous ces patois, où tout le monde va parler le parisien, n'est-ce pas? Mais finalement, c'est une politique pareille. On se demande à quoi ça sert, quoi. Quand tu apprends des accents, pour répondre simplement à la question, le danger, si on joue un asiatique, c'est de lui mettre un grain de riz dans le larynx, c'est de le jouer comme ça, et on est dans la caricature, c'est clair. Donc, il faut plutôt se l'interdire. Dans le cas de Jet Li, je pense à lui. En effet, il est un peu haut. Ok, il est dans les médiums, ça va avec son énergie. Mais dès qu'on déborde, on tombe dans la caricature. Moi, je dis, il vaut mieux cogner avant qu'il ait le temps de bouger. Mais si ta force n'est pas suffisante, tu auras beau cogner, l'autre n'aura rien. Alors que si tu donnes le bon coup, il ne se relèvera pas. Inversement, pour les oraux, les clients ont regretté après coup qu'il n'ait pas eu l'accent espagnol, comme dans la version américaine. Évidemment, Alejandro, il a eu l'accent, c'était beaucoup plus intéressant. Et tu connais Zorro. Moi, j'aurais adoré faire ça, quoi, sans en rajouter, mais ça aurait été intéressant, c'est un charme en plus. What else? Tu vois ce que je veux dire? Il est là-dedans, hein. Il paie aux dames. Du velours, les gars, du velours. Alors, ce Django, il voulait pas d'accent, hein, au début. Et puis quand même, à la fin de la première journée de tournage, je me dis, attends, moi je trouve qu'il manque un truc, quoi. Ce mec ne peut pas parler tout à fait, même s'il est très correct et tout, il ne peut pas parler tout à fait bien. Et je me suis dit, sans tomber dans l'accent allemand, si simplement le fait de découper les mots introduit qu'il cherche un peu que... Et tout d'un coup, on est tombé finalement dans une langue un peu alsacienne, un peu cet accent intermédiaire des frontaliers, quelque chose d'un peu entre deux langues, n'est-ce pas? Qui pourrait aller sur l'allemand et qui peut aussi glisser sur le français subtil. Enfin voilà, il fallait trouver un entre-deux. Et c'est une musique, finalement, ça a permis de suivre sa musique à lui, parce qu'il fait de la découpe, hein, c'est du Balza et... Je me présente, Dr. King Schultz. Tout comme vous, Marshall, je suis auxiliaire de justice. L'homme qui gît dans la boue et que vos braves concitoyens de Daughtry ont jugé bon d'élire comme shérif se faisait appeler Bill Sharp, alors que c'était en réalité un hors-la-loi dénommé Willard Peck. Récompense pour quiconque l'attrapera, $200. Notez bien, $200 mort ou vif. Doubler un film et doubler une série, c'est un exercice très différent, mais est-ce que c'est plus difficile? Non, c'est pas plus difficile. C'est sûr que dans les séries, les personnages ont la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans le développement de leurs personnages, donc de présenter des facettes intéressantes. On a le temps de les voir. Dans un film, on va essayer en très peu d'images de donner un maximum d'informations sur un personnage. Dans les séries, au contraire, on a le plaisir de pouvoir se confondre avec eux, de passer du temps d'épisode en épisode. J'aime bien les séries pour ça.
En termes de dessin animé, et notamment en japonais, tu ne t'es pas arrêté à Juliette je t'aime. Dans notre émission la plus récente, nous avons eu l'occasion de parler de GTO. Est-ce que tu t'en souviens? Onizuka! Onizuka! Ah, le pauvre sous-directeur, avec sa fille, sa femme, sa voiture, qui voudrait immaculer et tout ça. Oui, c'était bien, on s'est bien amusé. Ah oui, puis c'est tellement délirant que on a passé des journées d'enfer parce qu'on faisait ça un peu vite. Mais en même temps, on était dans l'énergie, on était dedans, quoi. On ne sortait pas du bocal, on y allait à donf. Je trouve qu'on est moins violent que la version originale, malgré le déchaînement d'énergie qu'on a pu mettre parfois. On est encore au-dessous. Mais ça, c'est global par rapport aux productions asiatiques pour moi. Souvent, on est au-dessous. Il vaut peut-être mieux. Mais on a de la chance, on fait un métier où on s'amuse. Sans blague, les gars, on est de moins en moins nombreux dans ce monde et il faut préserver ça. On a la chance de s'amuser. Puis j'ai adoré l'idée même du bouquin. Mon fils, qui a maintenant 23 ans, il avait tout GTO. Donc quand on a commencé à faire la série, évidemment, j'ai été voir devant. J'aimais bien l'idée de ce jeune mec post-ado, complètement délinquant, qui devient prof. C'est un paradoxe formidable. C'est une très très bonne idée. Très très bonne idée. En fait, c'est une série prophylactique, comme je disais après. C'est-à-dire que c'est pour prévenir de tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire, il le fait. Et finalement, au fond, on a une leçon morale systématique à chaque fois. Donc je trouvais ça extrêmement bien pour les enfants. Et surtout pour les miens, c'était moral. Oui, oui, bizarrement. Alors que formellement, ça se barre dans tous les sens. On croit qu'on est... C'est une vulgarité quelquefois, c'est terrible, les petites culottes des filles et tout, quoi, la japonaise. Et puis la bière, l'alcool, les trucs. Et en fait, derrière, il y a un point de vue moral toujours. Tu doubles aussi pas mal de dessins animés américains, entre Daria, Phineas et Ferb, The Cleveland Show. Est-ce que les deux styles, américain et japonais, te plaisent autant? Oh, j'ai une petite préférence pour l'humour américain. Cleveland parce que c'était proche des Simpsons, par exemple, avec un doigt dans l'oreille, où on veut, mais enfin un peu plus osé. Mais j'aimais beaucoup le principe. Je trouve dommage que ça n'ait pas continué en France parce que ça a acquis un certain public à un moment. Ça détrônait même les Simpsons, parce que je crois que ça passait sur la même scène, enfin aux mêmes horaires. C'était voilà, j'aimais bien ça. Artistiquement parlant, partout il y a des gens extraordinaires, il y a des vrais créateurs. À travers les dessins animés japonais, en effet, il y a une école qui est née avec des maîtres comme Miyazaki, quoi. C'est des intouchables là-bas. Hein. C'est vraiment, mais c'est magnifique. Il y a une poésie avec 3 traits de crayon, même si le trait de crayon n'est pas toujours génial. Il y a une telle charge poétique, une telle intelligence que ça me tire les larmes. Je suis ravi que ça existe, quoi. Ça, je suis... j'adore. Ça dépend. Il y a des auteurs partout. Hein. Il y a de très bons films russes, il y a de très mauvais films russes. Voilà. Et puis c'est un marché aussi, donc on s'adapte. Quel type de perso tu préfères interpréter? Les fous. Et les méchants. Parce que tous les comédiens de doublage nous répondent ça, quoi. D'une façon générale, dans n'importe quelle histoire, soit au théâtre, au cinéma ou ailleurs, s'il n'y a pas un méchant, s'il n'y a pas un mec taré, il n'y a pas d'histoire. Tout serait dans l'ordre et rien ne bougerait. Il n'y a qu'à prendre l'histoire de Tintin. C'est le mec le plus neutre, le plus fade, le plus ennuyeux qui soit. Heureusement qu'il y a un fou quelque part qui fout la merde et qui crée le désordre. Alors bon, le personnage, le héros en général, va essayer d'en mettre de l'ordre là où il y a le désordre. C'est le principe. Mais un beau méchant, c'est quelqu'un qui crée un beau désordre. Un beau méchant, c'est un beau film. Robin des Bois, dès l'origine, s'il n'y a pas un super méchant qui fasse peur, ça n'a aucun intérêt. S'il n'y a pas un super méchant qui fasse que les gens se disent « Ouh là là, il y a un vrai danger ». Donc être celui qui inspire le danger. Le petit démiurge de l'affaire, c'est le méchant. Si on ne peut pas vous inspirer le danger, alors tout ce qui arrive après n'a aucun intérêt. Tout le jeu, c'est ça. C'est presque érotique, c'est-à-dire que tout d'un coup, on crée des émotions. J'en faut arriver à retrouver cette dangerosité. Là, on n'est plus dans le rationnel, on est dans l'émotion. S'il y a un vrai méchant, les gens vont y croire. S'ils y croient pendant tout le reste du film, ils sont dans l'émotion. S'il y a un méchant de crotte, voilà, il n'y a rien, on n'a pas peur. C'est comme Guignol. Hein. Moi, j'ai commencé en faisant des marionnettes quand j'étais petit. On n'a pas peur, s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Donc, les héros, c'est sympa. Ouais, les beaux mecs, tout pour eux, machin, les nanas, l'esthétique, tout. Mais on n'a rien à foutre, quoi. On leur demande, moi je préfère que le personnage soit saillant, je préfère jouer Néron dans Racine, dans Britannicus, que Britannicus. Moi pendant des années j'ai été un jeune premier à la télé, j'ai fait les feuilletons, les Virginie, en tant que comédien. Hein. Mais c'est pareil, on me faisait faire les jeunes premiers, parce que j'avais une tête de jeune premier. Mais moi j'aurais rêvé de faire les mecs les plus tordus de la Terre. Mais c'est un métier, donc on ne me le proposait pas. Donc j'ai vécu en jouant des rôles que j'aimais pas. Mais c'est un emploi.
Quand on a un emploi, il faut accepter de travailler quand même. On dit, non, je veux faire que les méchants. Ben non, mais t'as 16 ans et demi, t'es beau comme un dieu, tu vas jouer le gentil. À partir d'une certaine maturité, on a le droit d'avoir du second degré, on a le droit d'avoir des arrière-plans, de l'ironie, du cynisme, et éventuellement d'être une pure salope derrière quelque chose de tout à fait urbain. On a des banquiers comme ça. Bonjour, asseyez-vous, vous voulez quoi? Mais bien, installez-vous, je vous en prie. Est-ce qu'il y a des futurs projets dont tu aimerais nous parler, des endroits où on risque de te voir prochainement, de t'entendre? Non, il y a des projets de doublage, en tout cas il y a Avengers qui arrive là. Parce que le méchant Ultron, c'est Monsieur Spider qui monte en grade, donc on ne le voit pas mais on l'entend. Normalement on fait ça à la mi-mars. Personnellement j'ai des projets de spectacles musicaux, mais que je mets en scène moi-même cette fois. Et entre autres un spectacle avec 3 solistes. En tout cas c'est toujours le son, la vibration, c'est toujours la voix, c'est quand même ce qui m'intéresse. La voix c'est la voix. La voix, c'est la bonne voix. Oh. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, à une prochaine peut-être. Au revoir. Pikachu, je suis rentré. What did I just say? This sucker's electrical, but I need a nuclear reaction to generate the 1.21 gigawatts of electricity. 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts! Great Scott! Ah, Mr. Fox. Ravi de vous parler enfin.次回問いの中に続きなんて詳しい手がかりことだ。